Bon matin tout le monde. Je vois que les gens commencent à participer à la réunion. Je vois le chiffre augmenter relativement rapidement. On va commencer tout de suite. Premièrement, je suis vraiment content et excité de faire cet webinaire avec Maxime Cohen ce matin. Merci beaucoup pour avoir pris le temps. Je pense qu'on va avoir une très belle présentation, une bonne discussion. On va garder les questions à la fin, si ça vous dérange pas trop. Comme ça, on va juste focuser sur la présentation du contenu. Puis après ça, on va répondre à toutes vos questions. Puis on va avoir, j'espère, une belle, riche discussion. Aujourd'hui, on parle de AI. Maxime, professeur titulaire de la chaire Scale AI, va nous démystifier ça un petit peu. C'est pas un sujet nouveau pour Léger. Je suis Axel Bédikian, je suis le vice-président de Léger Analytique, donc le sujet de AI n'est pas un sujet nouveau pour nous. On fait beaucoup de mandats pour nos clients, justement pour aider à la prise de décision d'affaires et on utilise beaucoup les données qui sont déjà, qu'ils ont accès déjà dans leur base de données transactionnelles, base de données de clients, ainsi de suite, les données qui existent gratuitement sur le monde online et aussi les données de sondage. Donc, on utilise tous ces types de données pour bâtir des modèles pour prendre des meilleures décisions. Les décisions d'affaires comme est-ce que je me lance dans un marché? Les décisions d'affaires comme est-ce que ce produit va avoir du succès ou non? Des décisions d'affaires comme quels sont mes clients cibles, comment est-ce que je peux les acquérir, comment est-ce que je peux les retenir sans les perdre. Donc, c'est le monde des données, c'est le monde de AI, c'est le monde de machine learning. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire avec Maxime. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maxime pour qu'on commence la présentation. Merci beaucoup, Axel. Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui pour une présentation sur l'intelligence artificielle. Comme le disait Axel, ça a fait vraiment un grand boom ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais pour les gens comme nous, on a fait de l'IA depuis longtemps. On n'appelait pas ça forcément intelligence artificielle il y a quelques années. Et donc, je suis très ravi d'être là pour faire une présentation aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, voilà. Axel, peux-tu confirmer que tu vois bien mon écran? Oui, je le vois. Merci, Maxime. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà, comme le disait Axel, mon nom est Maxime Cohen, je suis professeur titulaire de la chaire Scale AI à l'Université McGill. Je suis aussi directeur de l'intelligence artificielle chez Elna Medical. Je vais me présenter un peu plus en détail dans quelques secondes. Et donc le sujet du webinaire aujourd'hui est comment utiliser la puissance de l'intelligence artificielle, donc l'IA, dans le commerce de détail. Donc je tiens d'abord à remercier le groupe Léger pour l'invitation, pour l'opportunité d'organiser ce webinaire gratuit à grande échelle, en français ce matin et en anglais un peu plus tard dans la journée. Donc vraiment un grand merci à Jean-Marc Léger, à Axel, à Rachel de l'équipe marketing, ainsi qu'à tous les gens qui ont aidé à contribuer pour cet effort. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste un tout petit peu me présenter plus en détail. Donc comme je l'ai dit, je suis professeur à l'Université McGill. Je dirige la chaire Scale AI en sciences des données pour le commerce de détail. Ça fait 4 ans que j'habite à Montréal et que je suis professeur à McGill. Je suis aussi chef de l'intelligence artificielle chez Elna Medical. Donc, Elna Medical étant le plus grand réseau de cliniques, aussi bien publiques que privées, au Canada, présent dans 5 provinces avec plus de 100 cliniques, dans lesquelles vraiment on essaie d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des soins, pour améliorer l'accès au système de santé au Canada. Donc, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur depuis plus d'1 an et demi. Avant de déménager à Montréal, j'étais professeur à l'Université de New York. Et avant ça, j'étais scientifique des données à Google, donc aussi au bureau de New York. Par rapport à mon cursus universitaire, donc j'ai un doctorat en recherche opérationnelle. Comme je le disais tantôt, à l'époque, on n'appelait pas ça IA, on appelait ça avec plusieurs noms différents. Et un des noms dans lesquels moi j'étais impliqué, s'appelle la recherche opérationnelle. Donc c'est utiliser aussi les données pour améliorer la prise de décision. Donc aujourd'hui, ça rentre dans l'intelligence artificielle. J'ai fait mon doctorat au MIT à Boston. Et avant ça, j'ai une maîtrise en sciences et un baccalauréat en sciences également de l'université du Technion en Israël. En termes de recherche, donc une grosse partie de ma recherche se concentre sur les opérations de vente au détail, donc tout ce qui est optimiser les prises de décision pour le commerce de détail.
Je fais aussi beaucoup de travaux sur la gestion des revenus et l'optimisation des prix. J'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. J'ai collaboré avec de nombreuses plateformes en ligne. J'ai fait beaucoup de tests A/B dans les dernières années. Et je travaille aussi beaucoup sur les sujets de l'IA pour la durabilité. Donc, comme je le disais, j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs entreprises dans le sujet de l'intelligence artificielle, aussi bien en tant que conseiller qu'en tant que chercheur. Donc, au Canada, je fais beaucoup de travail avec Ivado Labs, qui est une compagnie fascinante qui a un mandat du gouvernement canadien pour aider et assister les corporations canadiennes dans l'intégration de l'IA et la science des données pour aider justement à tout ce qui est efficacité et productivité pour les corporations canadiennes. J'ai été aviseur pendant de nombreuses années pour Google et pour Waze. J'ai travaillé avec Oracle, avec IBM, avec VIA, Spotify, le groupe Aldo ici à Montréal. Un grand projet avec le Couche-Tard, alimentation Couche-Tard, j'en parlerai dans quelques minutes également, ainsi que je suis aviseur pour plusieurs startups. Donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, l'aperçu pour la prochaine heure à peu près de discussion. Et ensuite, comme le disait Axel, on aura une session de questions-réponses dans laquelle j'espère vraiment avoir une conversation assez vive et assez engageante. Donc, l'aperçu des prochaines minutes, on va commencer par comprendre et démystifier l'IA. On entend beaucoup parler, surtout dans les quelques derniers mois, de l'intelligence artificielle. On entend aussi beaucoup de termes qui ont fait le buzz dans les actualités. Donc, j'aimerais prendre quelques minutes, définir l'IA et démystifier un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, on parlera de notre collaboration entre l'Université McGill et donc, le groupe Alimentation Couche-Tard, par laquelle on a lancé un laboratoire d'innovation en commerce de détail. C'est un laboratoire donc, qui est au centre-ville de Montréal. J'en parlerai et je vous inviterai tous à venir visiter le laboratoire si vous sentez que vous êtes intrigués. Ensuite, on prendra un petit peu le temps de parler plus en détail de 3 études de cas dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler dans les dernières années et dans lesquelles aussi on a eu vraiment un impact significatif pour 3 compagnies en justement prenant la puissance de l'IA pour améliorer des décisions et avoir un impact intéressant sur le business de ces 3 entreprises. Finalement, ce serait vraiment irresponsable de parler de l'IA sans au moins mentionner toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc, au niveau de l'équité, au niveau de l'éthique et la responsabilité, j'ai moi-même eu le privilège d'être invité par le gouvernement québécois en tant qu'expert pour justement essayer d'aider à l'encadrement de l'IA, d'un IA responsable pour être sûr que justement on ne fait pas des dégâts au niveau de la société. Et finalement, on prendra les dernières minutes, bien entendu, pour conclure et résumer ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on commence. Donc, j'aimerais parler un petit peu de la révolution des données et de l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle de la nouvelle économie, donc de façon historique, quand on veut vraiment trouver une valeur pour une compagnie ou une société, on regarde les salariés, donc tout ce qui est vraiment la masse salariale, on voit les talents que la compagnie a eu la chance de recruter. On voit aussi, bien sûr, tous les biens immobiliers qui appartiennent à la compagnie et tout le capital, donc le cash que la compagnie a. Maintenant, ce qui est très intéressant, ça fait plusieurs années qu'il y a un 4e pilier qui a émergé, qui est vraiment les données que la compagnie possède. Donc, les données peuvent être utilisées même en tant que collatéral pour lever du financement. Donc, c'est très intéressant que les banques et les fonds d'investissement aujourd'hui regardent les données en tant que biens qui appartiennent à la compagnie comme un pilier de l'économie. Les données sont recueillies et stockées à une vitesse sans précédent. Aujourd'hui, vraiment, on collecte et on store une quantité de données astronomiques, donc quelques chiffres qui sont vraiment impressionnants. Donc, le premier, 90% des données mondiales ont été générées au cours des 2 dernières années. Donc, quand on parle de données ici, on parle de toutes sortes de données. On parle des données transactionnelles, donc des transactions qui ont été faites en commerce de détail. On parle aussi de données médicales. On parle aussi de données de photos. On parle de données vidéo. On parle de données audio, des conversions téléphoniques. Donc, on parle vraiment d'un volume astronomique de données qui est collecté. Et donc, 90% de toutes les données dans le monde ont été générées au cours des 2 dernières années. Donc, juste en 2022, vraiment une statistique très intéressante, 97 zeta-octets de données par jour. Donc, si comme moi, vous ne savez pas c'était quoi les zeta-octets, zeta-octets, c'est 21 zéros. Donc, on parle vraiment d'une quantité énorme. Et pour prendre un exemple, donc Walmart, le détaillant mondial, un des plus grands au monde, 2,5 pétaoctets, donc 15 zéros de données, provenant d'1 million de clients par heure. Donc, si vous prenez le temps de réfléchir juste les coûts et les efforts juste pour collecter ces données et les stocker
dans des centres de données, ça vraiment, on parle de budget très, très impressionnant juste pour les stocker. On ne parle pas encore de les nettoyer, de les structurer et de faire en sorte de, après, les faire travailler pour calibrer des algorithmes. Donc, on peut poser la question pourquoi maintenant? Il y a plein de directions pour répondre à cette question. Moi, les deux axes que j'aime bien mentionner, la première, c'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience des managers, des directeurs, que ces données-là, en fait, c'est une mine d'or. Il y a énormément de sujets, de connaissances et de choses qu'on peut apprendre de ces données. Et donc, on voit de plus en plus, moi-même, j'enseigne des cours maintenant de l'IA pour les directeurs à l'université, dans des programmes exécutifs. Et on voit vraiment une prise de conscience que les gens disent, attends, il y en a plein de données, on va les stocker parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière. Et la deuxième raison pourquoi maintenant, c'est parce que les coûts des centres, donc des data centers, des centres de données, et les coûts de computing, donc pour vraiment essayer d'utiliser ces données, ont baissé énormément les 10 dernières années. Et maintenant, ça devient très abordable de pouvoir mettre en place des infrastructures, des architectures pour pouvoir justement traiter une quantité importante de données. Donc, on revient sur la question principale, qu'est-ce que l'IA? Donc, il y a beaucoup de termes à la mode, beaucoup de termes qui font le buzz dans l'actualité. Donc, on entend souvent parler de l'IA, donc intelligence artificielle, on entend parler d'apprentissage machine, on entend parler d'apprentissage profond, donc le deep learning, on entend parler de sciences des données, analytics, data mining, on entend vraiment plein de termes différents. Donc, si on veut définir l'IA, voilà une décision, il n'y a pas une décision universelle, mais ça, c'est une définition que moi j'aime bien, je vais la lire. Donc, c'est la synergie de technologies permettant à une machine, donc un ordinateur, de percevoir, d'agir et d'apprendre d'une manière proche de l'intelligence humaine et d'effectuer des tâches comme par exemple perception visuelle, reconnaissance vocale, prise de décision et traduction entre les langues. Bien entendu, il y a plein d'autres exemples. Donc, pour nous, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est deux choses en particulier. La première, c'est d'apprendre d'une manière proche de l'intelligence humaine. Et la deuxième, c'est d'effectuer des tâches, comme en particulier la prise de décision. Donc, c'est un petit peu ça qui nous intéresse dans le monde du travail, dans le monde du commerce de détail, c'est d'utiliser en fait les machines pour prendre des bonnes décisions qui vont après se traduire en augmentant les revenus et les profits de la compagnie. Donc, ce qui est important de faire la distinction entre l'IA et l'automatisation. L'IA ne se limite pas du tout à l'automatisation, c'est vraiment de prendre des décisions en analysant des données et en comprenant de l'intelligence des données, qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de prendre une prise de décision. On ne veut pas vraiment automatiser quelque chose de façon très répétitive et très un petit peu, on va dire, pas intelligente. On veut vraiment essayer de comprendre les données pour tout le temps améliorer la prise de décision. Ça, c'est vraiment l'IA. Donc, comme on le disait un peu plus tôt, il y a vraiment une multitude d'exemples. Donc, un exemple très connu depuis déjà plusieurs années, c'est les joueurs d'échecs. Donc, Watson avec IBM ont lancé une énorme entreprise qui peut vraiment essayer de comprendre en analysant des millions et des millions de parties d'échecs pour essayer de comprendre des stratégies et après donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour jouer aux échecs. On a bien entendu un exemple très intéressant des voitures autonomes. On a aussi les investissements financiers automatisés. Donc, au Canada, avec Wealthsimple, ils offrent aujourd'hui une potentielle option d'investir dans le marché en utilisant l'intelligence artificielle. On parle énormément des agents conversationnels, donc les chatbots, on parle des recommandations personnalisées, etc., etc. Et on va parler plus en détail de certains de ces exemples dans les minutes qui suivent. Donc maintenant, à l'intérieur de l'IA, il y a un sous-domaine qui s'appelle l'analytique des affaires, donc en anglais Business Analytics, dans lequel on veut vraiment définir un domaine qui va utiliser les données, la modélisation et du calcul mathématique pour identifier et générer de la valeur ajoutée pour les business. Maintenant, quand on parle d'analyse des données et de l'intelligence artificielle, c'est très important de comprendre qu'il y a 3 paliers d'intelligence artificielle. Et ça, peut-être, c'est une des choses les plus importantes que je vais dire aujourd'hui. Donc, quand on parle de l'IA, en fait, il y a 3, j'aime bien appeler ça 3 paliers ou 3 leviers de l'IA. Donc, le premier, c'est descriptif, l'IA descriptive. Le deuxième, c'est l'IA prédictive. Et le troisième, c'est l'IA prescriptive. Donc, quels sont ces paliers? Donc, l'IA descriptive, qui est vraiment le premier domaine de maturité de l'IA, on essaie de répondre à la question, que s'est-il passé dans le passé? Donc, encore une fois, on va regarder les données, on a accès à des données historiques,
On va comprendre de nos données pour répondre à la question « Que s'est-il passé ?» Donc, on va essayer de faire ça pour apprendre des nouveaux patterns ou des nouveaux styles ou des nouvelles choses qui se sont passées dans notre business pour essayer, bien entendu, de comprendre des choses qu'on ne savait pas auparavant. Deuxième exemple, c'est la segmentation de la clientèle. Si on a accès à beaucoup de données sur nos clients, on va essayer de comprendre quels sont les types de consommateurs et d'essayer de les regrouper dans des cohortes différentes, des segments, pour essayer de mieux comprendre quels sont nos clients types pour les types de produits qu'on offre dans notre business. Et le troisième exemple, c'est l'identification de nouvelles tendances. Donc, il y a des tendances qui vont émerger dans les données. On veut les comprendre le plus rapidement possible et identifier des nouvelles tendances pour après bien se repositionner sur le marché. Le deuxième niveau de maturité de l'IA, c'est l'IA prédictive. Et là, donc, déjà, c'est plus ambitieux. On essaie de répondre à la question « Qu'est-ce qui est susceptible de se produire dans le futur ?» Donc là, déjà, on veut comprendre des données passées, on veut faire une inférence ou une prédiction ou une prévision sur ce qui peut se passer dans le futur. Donc, c'est déjà plus dur. Donc, un exemple très classique dans le commerce de détail, c'est la prévision de la demande. Encore une fois, c'est quelque chose de très important qu'on parlera dans quelques minutes plus en détail. Un deuxième exemple, c'est les problèmes de classification. Donc, je veux classifier de l'information en plusieurs classes. Un exemple très classique dans l'IA, c'est la classification d'images. On a des images, par exemple, de chiens et de chats. On va montrer à la machine plein d'exemples. On va le dire à la machine, ça, c'est un exemple d'une image d'un chien. Ça, c'est une image d'un chat. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chien. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chat. On va entraîner l'algorithme avec plein d'exemples. Et ensuite, on va montrer une nouvelle image que l'algorithme n'avait jamais vue. Et on va demander de prédire si cette nouvelle image est une image d'un chien ou d'un chat. Donc, il y a plein d'autres exemples. Par exemple, un email qui arrive dans mon adresse email, on veut le classifier en tant que spam, courrier non désirable, ou alors d'un email qui est normal. Donc ça, encore une fois, un autre exemple de problème de classification. Et finalement, un exemple très courant de nos jours, surtout dans les 2 dernières années, c'est la détection des anomalies. Donc, par exemple, dans la chaîne d'approvisionnement, on veut essayer de détecter les premiers signes des anomalies pour justement essayer de prendre des précautions pour se préserver des répercussions de ces anomalies. Et finalement, le troisième palier, ou le niveau de maturité de l'IA, c'est l'IA prescriptive. Et là, on essaie d'être encore plus ambitieux. On va répondre à la question « Que dois-je faire ?» ou « Quelles actions je peux prendre dans ma compagnie ?» Donc là, il y a une multitude d'exemples. Donc, par exemple, la prise de décision fondée sur les données. Je veux faire des décisions dans ma business, savoir qui embaucher, savoir quelles sont des décisions de prix, des décisions salariales, n'importe quelle décision peut être assistée par les données et par l'intelligence artificielle. Deuxième exemple, l'optimisation de tout ce qui est vente au détail. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon expertise. Donc l'optimisation et l'établissement des prix et de la tarification, des promotions, des inventaires, de la chaîne d'approvisionnement, toutes ces décisions-là, en fait, peuvent être faites par l'IA prescriptive. Et un dernier sujet qui est intéressant à mentionner, c'est les tests A/B. Quand je veux comparer deux stratégies, A et B, donc par exemple un prix à 49 $ et un prix à 69 $, je peux appeler ça A versus B, et je peux faire de la prescription pour comparer ces deux types de décisions. Donc très important pour récapituler ce que je viens de dire dans cette diapositive, on a 3 types d'IA, descriptive, prédictive, prescriptive. Et descriptive, c'est la plus facile. Prescriptive, c'est la plus compliquée, mais c'est aussi la plus utile avec le plus d'impact dans les décisions et potentiellement dans la valeur ajoutée au niveau de mon entreprise. Donc, si on veut passer quelques minutes pour vraiment approfondir un petit peu dans les 3 types d'IA, donc à commencer par l'IA descriptive, donc comme on vient de le dire, l'IA descriptive, c'est d'analyser les données pour mieux comprendre l'entreprise. Donc, on veut découvrir des orientations surprenantes, donc des choses qu'on ne savait pas, que la donnée va nous apprendre sur notre business, des tendances et des nouvelles opportunités intéressantes, et bien entendu de trouver et d'identifier des groupes de consommateurs spécifiques pour après pouvoir potentiellement offrir des offres variées et diverses, segmentées et personnalisées pour chaque groupe de clients. Donc, en général, l'outil le plus courant quand on fait un projet d'IA descriptive, c'est un tableau de bord, ou comme on dit en anglais, un dashboard. Donc, ça prend à peu près 2 à 3 mois, une fois qu'on a bien les données structurées dans notre compagnie, d'essayer de optimiser toute la capture et la prise de données pour pouvoir construire un tableau de bord et bâtir un outil visuel
pour assister les différentes fonctions de mon entreprise à visualiser la donnée pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon entreprise. Donc, si on parle d'un tableau de bord pour l'analyse des commandes, donc voilà un exemple. Donc, ça, c'est un tableau de bord traditionnel. Donc, on voit par exemple, là, c'est un exemple d'un commerce en ligne qui vend des appareils de mode, donc par exemple des t-shirts, des vestes, des pantalons, etc. Et là, on peut voir que c'est une compagnie qui opère aux États-Unis. Donc, on peut voir plusieurs filtres dans mon tableau de bord. On peut filtrer les résultats suivant les transactions des 7 derniers jours, suivant le statut des transactions, de l'âge des consommateurs. Quand les consommateurs créent un compte dans le site web, on leur demande une date de naissance, donc on sait la démographie des clients. On peut aussi savoir les catégories de vente par rapport à mes catégories de produits. On peut aussi savoir les chaînes d'acquisition de mes clients, donc par rapport à leur démographie, et on peut aussi suivre les ventes et les profits par rapport au temps des derniers mois. Donc, ce qui est très intéressant dans le tableau de bord, c'est complètement configurable. On peut mettre les filtres qu'on a envie. Donc, si on veut, on peut vraiment rajouter des filtres en travaillant avec les scientifiques des données. On peut également mettre les KPIs, donc les valeurs qu'on a envie de suivre. Si on veut suivre les ventes, si on veut suivre les profits, si on veut suivre les revenus, on peut vraiment plus ou moins customiser de la façon dont on veut. Et ce qui est bien, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ça démocratise l'accès aux données au sein de toute la compagnie. N'importe quel employé peut avoir un tableau de bord, ça peut être en marketing, en vente, en comptabilité, en finance, et on peut vraiment avoir un tableau de bord qui nous permet de visualiser toutes les données au sein de l'entreprise qui nous intéressent, afin d'avoir vraiment une vue à 360 degrés et prendre des meilleures décisions pour ne rien manquer. Donc, le deuxième niveau de maturité de l'IA, comme on le disait, c'est l'IA prédictive. Et là, on veut exploiter les données pour prévoir les résultats dans le futur. Donc, comme je le disais avant, l'exemple très courant, c'est la prédiction de la demande. Et donc, moi, j'ai passé vraiment 3 années de ma carrière à écrire un livre dans ce domaine. Donc, Demand Prediction in Retail, c'est un livre en anglais. Voilà, j'ai apporté une copie ici pour vous montrer le livre. Donc, c'est un livre dans lequel je partage mon expérience en travaillant avec plus de 30 détaillants dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis et au Canada, pour aider justement à utiliser les données pour prédire la demande. Donc, on a également un site web pour le livre. On a mis énormément de matériel gratuitement dans ce site web, avec tous les codes, aussi un jeu de données qu'on partage avec les gens qui sont intéressés à tester ces algorithmes pour prédire la demande. Ce qui est intéressant pour le sujet de prédiction de la demande ou prévision de la demande, c'est que c'est complètement universel. On parle vraiment de n'importe quel business, que ce soit un business qui vend aux consommateurs ou qui vend à d'autres entreprises, donc B2B ou B2C. On parle de petites entreprises ou grandes entreprises dans n'importe quelle verticale. Pensez à un restaurant veut prédire le nombre de gens qui vont venir un samedi soir entre 20h et 21h. Pensez à un hôpital veut savoir le nombre de personnes qui vont avoir besoin d'une intervention chirurgicale pour savoir combien de lits réservés et combien de médecins et d'infirmières recrutés dans un jour spécifique. Pensez bien entendu à un supermarché. Le supermarché veut faire aussi la prévision de la demande pour pouvoir faire la gestion d'inventaire. Et la liste continue, vraiment, c'est un exemple extrêmement universel. Maintenant, ce n'est pas le seul exemple de l'IA prédictive. Il y a énormément d'exemples. Ça se fait déjà depuis plusieurs décennies. Les prévisions météorologiques, la prévision du nombre quotidien de cas de Covid, ou alors, bien sûr, le nombre d'hospitalisations liées à la Covid-19, la valeur à vie de la clientèle, donc Customer Lifetime Value, probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, et la liste continue, vraiment plein de cas d'études pour l'IA prédictive. Et donc, le troisième volet de l'IA, c'est l'IA prescriptive, dans laquelle vraiment c'est le meilleur standard, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est d'utiliser les données du passé pour prendre des décisions futures. Donc, c'est la prise de décision fondée sur les données. Et là, c'est bien sûr une machinerie vachement plus complexe. On utilise des modèles et des algorithmes d'optimisation. On a plein d'exemples, comme je le disais tantôt, l'optimisation des prix, la gestion des stocks et des inventaires, les recommandations personnalisées, on va parler sur cet exemple dans quelques secondes, l'approvisionnement et l'exécution, dotation en personnel et gestion de portefeuille pour la finance, agent conversationnel, et la liste vraiment continue, on a plein d'exemples dans ce domaine. Maintenant, bien entendu, je ne peux pas donner une présentation sur l'IA sans parler de l'IA générative. Donc ça, c'est un autre type d'IA qu'on a tous entendu parler,
et ça fait vraiment plusieurs mois que c'est vraiment un sujet phare dans les actualités. Donc, on a vu avec ChatGPT et plein d'autres Large Language Models. Donc, un truc intéressant à mentionner sur ChatGPT que vous avez peut-être entendu parler, pour tester la capacité d'une nouvelle technologie à révolutionner la société, une métrique intéressante, c'est le temps que ça a pris pour cette technologie pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Donc, si on regarde une compagnie comme Facebook, ça a pris 10 mois pour Facebook pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Twitter, ça a pris 2 ans. Airbnb, 2 ans et demi. Spotify, ça a pris 5 mois. C'était très impressionnant à l'époque. ChatGPT, ça a pris 5 jours. Ça a vraiment révolutionné l'IA et tout mon entourage ne parlait que de ça. Tout le monde a vraiment essayé 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Maintenant, une estimation en avril 2023, 173 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a au moins 100 millions d'utilisateurs réguliers par jour. On a 1,8 milliard de visites en avril, donc 60 millions de visites par jour. Ces chiffres-là sont vraiment mirobolants, c'est très, très impressionnant. Et donc, ça confirme le fait que cette technologie est complètement disruptive et révolutionnaire. Donc, c'est quoi l'IA générative? Donc, vous le savez déjà sûrement. Donc, déjà, pour resituer ça par rapport aux 3 domaines de l'IA, c'est une sous-catégorie de l'IA prescriptive. C'est une sous-catégorie très puissante et très utile pour le monde des affaires, mais c'est une sous-catégorie de l'IA prescriptive. Donc, l'IA générative est un type d'intelligence artificielle capable de générer du contenu. C'est vraiment ça le mot-clé. C'est génératif, donc ça génère du contenu. Ça peut être du contenu textuel, des contenus en images, du contenu audio, vidéo, du code. Ça aide énormément les codeurs et les programmeurs pour aller plus rapidement et être plus productifs. Ça peut générer des articles de blog, ça peut générer des recommandations, etc. Maintenant, ça va générer du contenu en réponse à des messages d'incitation, ou en anglais des prompts. Donc, on va demander à l'IA générative de générer quelque chose, et en réponse, ça va nous générer du contenu. Maintenant, un gros problème de cette nouvelle technologie, comme toutes les nouvelles technologies, il y a énormément de pièges et de dangers. Donc, le premier gros piège et danger, c'est toutes les restrictions reliées à la vie privée. Donc, quand on va donner des données à ChatGPT, ces données-là vont être réinjectées dans le système pour améliorer la qualité des recommandations et du contenu. Bien entendu, c'est des données très protectées, des données complètement qu'on n'a pas envie que le monde entier soit au courant. C'est problématique et on n'a pas envie forcément de communiquer avec ces technologies parce que les données ne vont pas être forcément préservées par rapport à l'anonymisation ou la vie privée. Il y a un autre problème, c'est les hyper-trucages, donc les deepfakes en anglais, où des fois, on va vraiment pouvoir générer une photo d'un individu qui n'est pas une vraie photo, mais qui est une photo, donc qui est une fausse photo, mais qui peut potentiellement prêter à confusion et induire en erreur. On a aussi tous les problèmes de mésinformation, qui sont aujourd'hui appelés les hallucinations. ChatGPT va avoir un des problèmes, il va inventer de l'information. Le problème, c'est que cette information qui est fausse est extrêmement crédible. Et donc, ça peut fausser certaines personnes en donnant des mauvaises informations qui peuvent après avoir des répercussions. Il y a un énorme problème de plagiat. Ça va générer des nouvelles informations, des nouvelles images. Comment ça se passe? Si ces images ont été copiées par un vrai producteur, à qui appartient la propriété intellectuelle? Et c'est pour ça qu'il y a un besoin énorme de réglementer toute cette technologie et de faire attention pour comprendre comment on va se comporter en tant que consommateur, en tant que gouvernement et en tant que société pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abus et qu'il n'y ait pas de problèmes juridiques liés à cette technologie. Donc, bien entendu, il y a plein de préjugés. Si les datas qui sont utilisées ont des problèmes de biais, cette technologie va perpétuer les biais. Donc, ça va donner accès à la discrimination et d'autres problèmes qu'on va parler dans quelques minutes. Et un autre problème intéressant, c'est si vous posez la même question plusieurs fois, il est très possible d'avoir plusieurs réponses. Et donc, il y a un problème de vérité. Quelle est la vérité? Si j'ai plusieurs réponses, quelle va être la vérité ultime si vraiment il y a un désaccord entre ces réponses diverses? Maintenant, l'IA générative, même s'il y a tous ces dangers-là, c'est la bonne nouvelle, c'est que cette technologie s'améliore de jour en jour et les applications sont infinies. Il y a énormément de pouvoir, aussi bien pour les grosses entreprises que les petites entreprises. C'est comme avoir un copilote à laquelle on peut demander des questions, de l'aide, mais il faut faire très attention pour les données que vous allez communiquer avec ces outils-là, ainsi que comment utiliser les résultats, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans ces résultats.
Donc, revenons un petit peu à nos sujets de l'IA au service des décisions d'entreprise. Donc là, on a une multitude de décisions dans laquelle l'intelligence artificielle peut nous aider. Donc, on parlait tantôt de profilage et de segmentation. Donc, l'IA peut nous aider à bien comprendre et à segmenter les différentes classes ou cohortes de consommateurs et de clients qui font affaire avec mon entreprise. On a tout ce qui est décision de prix et de promotion. On a les publicités et les offres ciblées. On veut offrir des offres qui sont personnalisées et ciblées pour certains types d'utilisateurs. L'IA est excellent outil pour pouvoir assister à ce type de décision. On a ce qui est l'inventaire et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, des exemples très, très concrets qu'on va parler un peu plus dans quelques minutes. On a les décisions relatives à l'assortiment et au planogramme, donc quels produits offrir dans mon magasin et où les positionner dans mes étagères du magasin ou dans mon site web. On a les recommandations personnalisées, donc l'exemple traditionnel classique, c'est Netflix. J'ouvre Netflix, je peux vous assurer que vous et moi, on ouvre Netflix en même temps, on va avoir un tableau de bord complètement différent. On va avoir des recommandations très personnalisées par rapport aux films et aux séries qu'on a vues dans le passé. Combien d'épisodes on a vu, à quelle vitesse on a vu les épisodes où on a arrêté cette série. Toutes ces informations vont être propulsées par un système qui va permettre de personnaliser l'expérience client et de recommander des films et des séries le plus pertinentes possible pour chacun des clients dans mon site Internet. Toutes les décisions liées à la logistique et aux livraisons, donc prenons l'exemple d'Amazon ou d'Alibaba ou d'autres compagnies, vraiment on a énormément de progrès qui ont été faits dans les 10 dernières années dans ce domaine-là. Et bien entendu, des décisions un petit peu plus stratégiques et tactiques, comme la détermination de nouvelles opportunités d'affaires, par exemple l'ouverture d'un nouveau magasin. Donc ici, on a tous ces types de décisions qui peuvent être assistées et guidées par l'IA. Et bien entendu, pour faire ça, on a besoin d'avoir des données. Sans les données, on ne peut pas faire l'IA. Donc l'IA est vraiment alimentée par les données. Si vous n'avez pas de données, c'est très compliqué. On peut toujours acquérir des données externes. Donc par exemple, Léger propose d'acquérir des données de très haute qualité par faire des sondages. Donc ces données de sondage peuvent être acquérir pour justement après alimenter l'intelligence artificielle pour améliorer les décisions de vos entreprises. Donc le premier type de données, c'est les transactions et points de vente. Donc ce qu'on appelle en anglais POS, points de vente, incluant aussi les retours. Donc si on a une business qui fait des transactions, on veut comprendre des transactions, donc le temps de la transaction, le contenu de la transaction, donc les produits divers, le prix de chacun des produits, et si on a accès aussi au magasin, si on a accès aussi potentiellement s'il y avait une promotion dans certains des produits, etc., etc. Il y a bien entendu toutes les données des caractéristiques personnelles. Donc ça, c'est surtout en ligne. Quand il y a un consommateur qui va sur mon site Internet, on a les données personnelles. On a l'adresse de IP, donc l'adresse physique, qui nous donne la géolocalisation de l'utilisateur. On sait aussi potentiellement si l'utilisateur a créé un compte dans mon site Internet. On sait d'autres données, comme je le disais tantôt, par exemple, l'âge et potentiellement le sexe du consommateur. On a aussi tout ce qui est sondage et revue. Donc, si l'utilisateur a pris des sondages dans le passé, si l'utilisateur a laissé des revues dans mon site Internet, toutes ces données-là sont des données très intéressantes qui peuvent être utilisées pour améliorer la prise de décision. On a aussi les données de navigation. Donc, quand un utilisateur dans le monde, encore une fois, du e-commerce, va naviguer sur mon site, on va voir où l'utilisateur a cliqué, les mots-clés qui ont été recherchés dans mon site, les temps d'attente, les temps en fait pour chacun des produits. Je vais cliquer sur un produit, combien de temps je passe sur chaque page de mon site Internet. C'est des données très pertinentes qui sont très utiles. On a aussi des données externes, dont des indicateurs de marché, des indicateurs de concurrence qu'on peut acheter par des agrégateurs de données qui vont nous vendre ces données pour savoir où se positionner par le marché et les tendances du marché. On a aussi des données plus proactives, donc des données de test AB. Donc, on veut tester par exemple différents prix, comme je le mentionnais avant, 49 $ et 69 $ pour vendre un t-shirt sur mon site Internet. Et dans ces cas-là, on va tester plusieurs prix, collecter des données pour chacun des deux prix et comprendre quel prix marche mieux pour identifier l'élasticité du prix des consommateurs. Un autre exemple, on veut tester des offres spécifiques. On veut envoyer des offres par courriel, 15% de rabais et 10% de rabais. On va segmenter les consommateurs en deux parties. On va offrir à la moitié des consommateurs 15%, à l'autre moitié 10%. Et on va collecter les données pour comprendre si 10% ou 15%, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui est le plus profitable. On a tous les données des capteurs. Je vais en parler dans quelques minutes dans le laboratoire d'innovation de Couche-Tard. On a aussi les données des sources externes. Donc, on peut ici collecter des données en
utilisant des nouvelles technologies pour justement tout ce qui est vraiment robotisation des sites internet de mes compétiteurs ou des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. On peut collecter vraiment là pour savoir sur quoi les gens parlent, sur quoi les gens sont intéressés. Pareil pour les actualités, donc on peut aller vraiment créer des robots qui vont lire des sites internet d'actualité tous les jours et collecter et extraire les mots-clés qui sont mentionnés dans l'actualité aujourd'hui. Et bien entendu, les outils de Google Trends qui peuvent aussi être pour comprendre qu'est-ce que les gens recherchent sur Google, qu'est-ce que les gens vraiment sont intéressés d'acheter aujourd'hui. Donc on a énormément de sources différentes de données et bien entendu, il y a de nombreux défis en matière de données. D'abord, les données ne sont pas nécessairement très propres, il y a un énorme travail de nettoyage de la donnée, il y a des données aussi qui sont très sensitive d'un point de vue qu'il n'y a pas d'anonymisation et qu'il y a des données personnelles qui sont très problématiques. Donc, il faut faire une anonymisation ou une déidentification des données. Donc, il y a énormément de problèmes et beaucoup de coûts associés à la collecte, au stockage et en étant sûr que ces données répondent à tous les critères de vie privée, de préservation de vie privée dans certaines juridictions dans le monde entier. Donc, maintenant, j'ai envie de parler d'un exemple plus concret, encore une fois, dans le commerce en ligne. Donc, disons que je suis un utilisateur et je veux acheter un nouveau produit. Prenons l'exemple des écouteurs. Je veux acheter des écouteurs pour écouter de la musique sur Amazon. Donc, je vais sur amazon.ca et je tape le mot écouteur. Ou si je cherche en anglais, je tape le mot headphones. Le problème pour Amazon, c'est qu'Amazon vend plus de 10 000 références d'écouteurs différentes. Donc, si je suis Amazon, je veux essayer d'être intelligent sur comment montrer les résultats à l'utilisateur. Donc, la question ici qu'on veut répondre, c'est comment choisir les résultats affichés et dans quel ordre. De nombreuses études ont montré que la plupart des gens, plus de 85% des gens, regardent que les 10 premiers résultats. Après 10 résultats, les gens ne continuent pas à regarder et à vraiment être intéressés aux résultats qui sont en bas de la liste. Maintenant, aujourd'hui, Amazon fait 50% du trafic sur les applications mobiles. Et sur les applications mobiles, 70% des gens regardent que les 3 premiers résultats. Donc là, c'est encore plus important d'être extrêmement perspicace sur quels résultats afficher et lesquels afficher les 3 premiers ainsi que les 10 premiers. Donc, ce que Amazon va faire, c'est qu'ils vont faire ce qu'ils appellent les recommandations personnalisées. Si vous et moi, on cherche pour le mot écouteur sur Amazon, on ne va pas voir forcément les mêmes recommandations. Les recommandations vont être fondées sur diverses caractéristiques, par exemple, mes achats dans le passé. Si dans le passé, j'ai acheté énormément de gadgets technologiques très chers, Amazon va me montrer en priorité des écouteurs un peu plus onéreux, par exemple des écouteurs sans fil, des écouteurs qui annulent le bruit, qui sont plus chers. Si dans le passé, j'ai tendance à avoir acheté tout le temps des articles moins chers, Amazon va me montrer en priorité des écouteurs qui sont tous moins de 10 dollars, etc., etc. Amazon va collecter énormément de données sur les achats, sur les clics. Si vous êtes un membre Prime de Amazon, vous avez aussi accès peut-être à des films, à des photos. Amazon a accès à une multitude de données sur vous et sur votre famille. Potentiellement utiliser ces données pour faire l'ordre le plus pertinent pour vous faciliter à améliorer l'expérience client et vous faire bien entendu acheter des écouteurs qui sont au maximum de la capacité à laquelle vous êtes prêt dans votre budget. Donc, comme je l'ai mentionné déjà plusieurs fois, un projet sur lequel je suis activement impliqué, c'est une collaboration entre l'Université McGill et la compagnie Couche-Tard, la compagnie québécoise, et on a ouvert un laboratoire d'innovation du retail qu'on appelle LICD. La vision de ce laboratoire, c'est d'associer la recherche multidisciplinaire, donc ça peut être la recherche en robotique, en IA bien entendu, en éthique, en droit, en économie, aux technologies de pointe pour étudier et mettre en pratique l'innovation responsable pour l'avenir du commerce de détail. Donc on fait de la recherche pluridisciplinaire dans plusieurs domaines, on met une emphase très importante sur la responsabilité sociale et l'éthique, et bien entendu, on a accès à des technologies de pointe. On aime appeler ce laboratoire, qui est ouvert à tout le monde, donc c'est ouvert au public, c'est au centre-ville de Montréal, le magasin du futur, qui est en partenariat avec Couche-Tard. Et vous voyez que l'ancienne Couche-Tard a un petit mention Couche-Tard Connecté, qui est un magasin purement technologique. Donc si on regarde l'espace, vous voyez au plafond du magasin, on a un système de plusieurs caméras, une cinquantaine de caméras qui sont positionnées au plafond, avec laquelle on va pouvoir suivre l'expérience client et le parcours client. Avec ce système de caméra, on va pouvoir suivre la trajectoire des clients dans le magasin.
et on va pouvoir déterminer où les gens passent le plus de temps dans quelle partie du magasin. On va collecter toutes ces données. Bien entendu, toutes ces données vont être déidentifiées, purement anonymisées. On ne collecte aucune donnée sur la reconnaissance faciale, on ne collecte aucune donnée sur les prénoms, les noms, tout ce qui est information sensitive des gens, on les collecte pas, tout est déidentifié, mais on va utiliser ces données pour comprendre comment optimiser les décisions dans le magasin. Donc, comme je le disais, ce laboratoire est ouvert au public 24 heures sur 24, situé sur le campus de l'Université McGill, au centre-ville de Montréal. On a un peu plus de 2000 pieds carrés. On a une technologie de pointe. On a aussi un système sans friction dans lequel on peut télécharger l'application de Couche-Tard. On peut taper notre téléphone sur cette borne ici que vous voyez ici, là en rouge. Et ensuite, on peut magasiner, prendre des articles qu'on veut, taper pour sortir et sortir sans faire la queue, sans rien faire. Tout va être automatisé avec un système technologique. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a ouvert ce laboratoire et on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets. Donc, le premier projet qu'on a fait, en partenariat aussi avec le ministère de l'économie et de l'innovation québécois, on veut essayer de comprendre les meilleurs moyens pour encourager les consommateurs à faire des choix alimentaires sains. On veut changer les habitudes alimentaires, surtout qu'on a une énorme population d'étudiants et de jeunes professionnels. On veut essayer de pousser les gens vers des choix sains, manger des fruits, manger des légumes, faire des choix alimentaires sains. Un deuxième projet qu'on a fait, c'est l'optimisation des planogrammes. On sait tous que les articles qu'on va positionner dans les étagères au milieu vont se vendre plus que les articles qu'on va positionner dans les étagères au haut ou au bas. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus proches du niveau des yeux, donc elles sont plus visuelles, et donc les gens vont être plus tentés de voir ces produits et de les acheter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé et varié la position de divers produits dans diverses positions dans les étagères pour essayer de comprendre quel était le choix optimal du positionnement des produits dans les étagères. Ça s'appelle un planogramme. On fait aussi la prévision de la demande pour les nouveaux magasins. Donc, on ouvre un nouvel magasin. Je vous le disais, pour faire la prévision de la demande, on a besoin de data historique. Pour un nouveau magasin, on a zéro data. C'est un nouveau magasin, donc on n'a pas encore de data. On a fait un projet avec des étudiants en maîtrise à l'Université McGill sur comment essayer de prendre des données d'autres magasins similaires pour prédire la demande de nouveaux magasins pour lesquels on n'a pas du tout de données. On a fait aussi un projet de recherche visuelle. C'est un projet dans lequel on a un appareil intelligent, donc un smartphone. On viendrait avec notre téléphone, on pourrait prendre des photos des articles dans les magasins. L'article va être dans... On va avoir plein de détails du produit dans l'application smartphone. On va nous dire si vous avez des allergies, par exemple, aux arachides, vous pouvez le mettre dans l'application et on va vous dire si ce produit-là est bon pour vos allergies ou pas pour vos allergies, le nombre de calories, tout ce qui est vraiment nutrition. Et on peut faire même des recommandations de produits similaires qui sont meilleurs pour la santé. On fait aussi l'optimisation de la disposition des magasins. Comme je le disais, grâce aux trajectoires, on a accès à tout le temps que les gens passent dans le magasin et on peut réoptimiser tout l'agencement et la disposition des magasins. Et le dernier projet qui est un petit peu plus futuristique, c'est un projet pour recréer un jumelage numérique du magasin dans la métaverse. Donc, on a pris des dizaines de milliers de photos de tout le magasin et on a reproduit un environnement virtuel dans lequel on peut penser et rêver un petit peu, offrir une expérience d'immersion pour les consommateurs avec des lunettes 3D chez vous à la maison. Vous pourrez avoir une expérience immersive, être dans le magasin, prendre des produits, les retourner, les consulter et ensuite décider, choisir et ensuite cliquer sur quelques boutons et avoir une livraison ou aller chercher les produits en magasin. Donc ça, c'est un projet un petit peu plus futuristique lié à la métaverse et au jumelage numérique. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire pour les 5-10 prochaines minutes, c'est juste discuter un peu plus en détail 3 études de cas que j'ai eu la chance de travailler dans les années précédentes. Donc le premier sera une étude de cas sur l'optimisation des promotions pour les supermarchés. Donc j'ai fait énormément de travail dans les 10 dernières années, notamment une énorme collaboration avec une grande chaîne de supermarchés pour optimiser les promotions. Et aujourd'hui, grâce à mon rôle en tant que scientifique des données et de l'IA pour Ivado Labs au Canada, on a eu l'occasion de faire des projets similaires pour de nombreux détaillants canadiens. Donc tous les grands noms des supermarchés canadiens sont des clients d'Ivado Labs pour lesquels on les a aussi aidés à optimiser les promotions. Donc ce qui est intéressant sur un projet d'optimisation des promotions, c'est qu'on a le droit en fait de faire tous les différents types de l'IA. On va commencer avec de l'IA descriptive pour faire de l'IA prédictive pour enfin fermer
toute la boucle et faire de l'IA prescriptive pour décider les promotions futures pour tous les produits des magasins. Maintenant, si vous prenez un énorme supermarché, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers de décisions. Les promotions peuvent être décidées chaque jour ou chaque semaine. Et donc, on parle de millions et millions de décisions à faire chaque année pour chaque supermarché. On a fait une collaboration énorme de plusieurs années qui a abouti sur 3 brevets américains et 5 articles de recherche. Donc, tous les détails de ça peuvent être trouvés dans mon site personnel si vous êtes curieux. Et on a réussi à augmenter les profits des magasins de 2 à 5 %. Maintenant, c'est intéressant à dire que cette augmentation-là est faite purement en optimisant les promotions, sans rajouter aucun coût à part le coût de développement de l'algorithme, qui est un coût d'une fois. Et ensuite, chaque année ou chaque semestre ou trimestre, on peut avoir une augmentation des profits généralisés sur tout le magasin. C'est un excellent exemple où les décisions prises par l'IA ont été meilleures que les décisions prises par les humains. Ce n'est pas toujours le cas. Je suis vraiment quelqu'un qui croit dur comme fer que l'IA ne bat pas tout le temps les humains. Et ce qui est souvent intéressant, c'est de faire l'IA jumelée avec les humains, et c'est là où on a les plus beaux résultats. Mais là, l'exemple des promotions dans les supermarchés est un exemple extrêmement convaincant où l'IA pouvait vraiment dépasser des managers qui avaient 20 ou 30 ans d'expérience et d'expertise dans ce domaine-là, car l'IA avait accès à des millions de données historiques et pouvait comprendre énormément de corrélations que les humains ne pouvaient pas voir parce qu'on ne peut pas processer une quantité de données astronomiques comme les ordinateurs. Si vous voulez en savoir plus, ici vous avez un lien avec un article qu'on a écrit cette année pour essayer justement vraiment d'expliquer plus en détail cette étude de cas. La deuxième étude de cas que j'aimerais discuter, c'est justement ces tests AB pour l'établissement des prix. Et là, j'ai eu la chance de collaborer avec une compagnie qui s'appelle Intelligems, qui est basée aux États-Unis. Donc, c'est le leader mondial aujourd'hui dans les tests de prix en ligne. Donc, je suis aviseur pour cette compagnie déjà depuis plusieurs années. Et c'est une compagnie qui va aider les détaillants en ligne qui ont du mal à fixer les bons prix. Donc, je vends un produit en ligne, ça peut être n'importe quel produit. Je peux vendre des lunettes, je peux vendre des t-shirts, je peux vendre des meubles, n'importe quel produit. Et je veux fixer les bons prix pour mes produits en ligne. Maintenant, souvent très difficile, je peux faire des études de marché, je peux utiliser des autres types d'outils, mais en général, j'ai une énorme incertitude sur quels sont les bons prix. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les tests peuvent aider énormément à trouver les bons prix. Mais il faut bien entendu être très prudent sur comment tester les prix. Et donc, Intelligems a fait au jour d'aujourd'hui plus de 1000 expériences en testant des prix pour une multitude, pour plus de 400 commerces en ligne, et on a appris énormément de choses. Et on a fait des stratégies diverses mises à l'essai, par exemple les prix de charme. Est-ce que c'est mieux de mettre des prix qui finissent par 9 sous, par 5 sous, ou des prix exacts? Et je ne vais pas vous en dire plus, mais vous pouvez comprendre que pour la plupart des applications, les prix de charme, donc des prix qui finissent par 5 sous ou 9 sous, sont vachement plus efficaces que les prix qui finissent par un prix exact. Il y a plusieurs mises en garde, on en parle énormément dans ce lien-là. Donc, on a écrit une étude de cas que j'enseigne également dans mes cours. J'enseigne des cours pour essayer justement d'apprendre aux entreprises quelles sont les meilleures pratiques et comment faire les meilleurs tests pour tester des prix, pour faire le minimum de tests requis pour apprendre le maximum de connaissances pour optimiser les prix dans le futur. Si vous voulez en savoir plus, il y a un test. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu m'écrire par courriel. Et le troisième et dernier cas que j'aimerais vous montrer, c'est une étude qu'on a faite avec une compagnie qui s'appelle VIA. Donc, c'est une compagnie qui est passée publique il y a quelques mois, une compagnie qui vaut plusieurs milliards, où on a fait des promotions qui sont basées sur la frustration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voulait utiliser l'IA pour améliorer le service à la clientèle. On sait quand les gens prennent des compagnies de transport, donc le VIA, c'est une compagnie de transport qui offre comme des rides, donc des transports à courte durée, comme un peu Uber, c'est un compétiteur de Uber. Et l'idée clé, c'était de déterminer les frustrations. Donc, frustration, ça veut dire des conditions de service qui étaient très mauvaises en temps réel et présenter des excuses de façon proactive en offrant des compensations ciblées aux clients. Donc, je prends mon taxi, je fais ma course et j'ai une très mauvaise expérience. Par exemple, je vais attendre énormément le chauffeur pour qu'il vienne me chercher. Je ne suis pas content. VIA a accès aux données en temps réel, donc on sait qu'un tel consommateur a eu une très mauvaise expérience et on peut proactivement s'excuser et donner un genre de cadeau, de coupon pour essayer de s'excuser proactivement pour la mauvaise qualité des services et pour essayer de ne pas perdre ce client parce que sinon, si on ne s'excuse pas ce client, on risque de le perdre. Et donc, on a déployé différentes mesures proactives sur les utilisateurs ayant subi une frustration.
Donc, encore une fois, une frustration, c'est une mauvaise qualité de service. Et par exemple, on a donné un remboursement de la course, une carte cadeau, des excuses simples, sans aucune compensation financière. Et ça a très bien fonctionné en matière de stimulation de l'engagement. Et on a vraiment eu des retours sur l'investissement de plus de 10%, vraiment des choses extrêmement lucratives pour la compagnie. Et la compagnie a été très, très généreuse, nous a laissé publier tous les résultats de cette étude-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, tout peut être disponible dans cet article-là qui est dans ce livre. Encore une fois, malheureusement, l'IA, on peut en parler pendant des heures et des heures. J'enseigne un cours à l'université où je passe tout un semestre. Et là, on n'a que1 heure, donc j'essaie de vous donner un petit aperçu global. Mais si vous avez vraiment des questions et envie d'en savoir plus, il y a énormément de matériel sur mon site personnel. Et il y a bien entendu énormément de matériel de façon générale avec plein de tutoriels. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des blogs très intéressants sur tous ces sujets-là. Donc, comme je le disais au début de cette présentation, on ne peut pas parler, ce ne serait pas responsable de parler de l'IA sans parler de tous les problèmes qui sont vraiment très importants de nos jours, donc notamment les problèmes d'équité, de responsabilité et de éthique. Donc, les algorithmes d'IA sont entraînés sur des bases de données historiques. Donc, je l'ai dit, on peut faire d'une meilleure IA si on a plus de données. On a beaucoup de données. On va donner toutes ces données-là à nos algorithmes. Les algorithmes vont comprendre tout ce qu'il y a dans ces données-là pour pouvoir prendre des meilleures décisions dans le futur. Le problème, c'est que les données, souvent, ont des biais. Elles sont biaisées, ces données-là. Ça veut dire quoi? Par exemple, une compagnie d'assurance peut souvent donner un prix plus haut pour des utilisateurs féminins que des utilisateurs masculins. Si l'IA va apprendre sur ces données biaisées, l'IA va comprendre que les utilisateurs féminins doivent avoir un prix plus haut et ça va perpétuer ces biais-là. Et donc, ça va générer des préjugés qui vont conduire à des discriminations. Ça peut être des discriminations raciales, ça peut être des discriminations sexistes. Un exemple très connu, c'est Amazon. Amazon reçoit plusieurs milliers de CV par jour pour des gens qui veulent travailler chez Amazon. Ces CV-là vont être revus par des algorithmes, par des ordinateurs. Et les ordinateurs ont compris aussi qu'il y avait des différences entre les hommes et les femmes. Et encore une fois, ça a généré de la discrimination raciale et sexiste qui était très, très problématique pour une compagnie comme Amazon. Et donc, il y a eu vraiment des énormes cas de justice dans lesquels les algorithmes d'IA génèrent de la discrimination qui est très dangereuse. C'est un sujet dans lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment avec des avocats, avec des systèmes juridiques. Et il y a vraiment énormément de recherche aujourd'hui qui est faite pour essayer d'éviter ces problèmes-là. Donc, il y a une nécessité d'imposer des contraintes d'équité aux solutions d'IA. On veut, avant de déployer les solutions, faire des vérifications pour être sûr qu'il n'y a aucun biais. Donc, il y a un énorme sujet en ce moment de débiaiser les données. Soit on peut débiaiser les données à la source, soit on peut, à la fin, débiaiser les résultats. C'est malheureusement pas facile. J'ai fait beaucoup de travaux sur ça, notamment dans la tarification et les prix, pour être sûr que les prix de plusieurs groupes d'individus ne seraient pas biaisés et pas donner de la discrimination raciale ou sexiste. Comme je le disais, c'est urgent de réglementer ce domaine. On a beaucoup de chance au Canada et au Québec en particulier d'avoir un gouvernement qui vraiment comprend cette problématique. Et comme je le disais, on est une cinquantaine d'experts à avoir été mandatés par le gouvernement québécois pour justement essayer de travailler tous ensemble avec des régulateurs, avec des politiciens, avec des économistes, avec des scientifiques des données, se mettre tous autour d'une table pour justement réglementer ce domaine qui, si on ne le fait pas, peut vraiment générer des catastrophes sur notre société dans le futur. Donc, pour conclure la présentation d'aujourd'hui, donc déjà, ce que je pense que vous savez déjà, je ne vous apprends rien, l'IA est omniprésente dans tous les domaines de notre société, dans tous les domaines d'application des entreprises, mais surtout, c'est inévitable. C'est vraiment, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, l'IA est là, elle est là pour rester, elle va encadrer nos vies dans plein de facettes, dans l'éducation, dans le monde de les entreprises, dans le monde des ventes, dans le monde du marketing, dans vraiment, on peut nommer tous les secteurs, dans le monde juridique, dans le monde médical, bien entendu, etc., etc. Le deuxième point que je veux vous laisser avant de partir, c'est la disponibilité et l'ampleur des données offrent d'immenses possibilités. Donc, si vous, dans votre compagnie, vous n'avez pas commencé ce voyage numérique, la première étape, c'est de collecter ces données, de mettre en place des systèmes pour ne pas gaspiller et perdre ces données historiques qui vraiment valent un pesant d'or et peuvent présenter une valeur intéressante. Vous pouvez monétiser ces données ou vous pouvez utiliser ces données pour améliorer les décisions futures. Là, il y a aussi une incidence considérable dans une multitude de secteurs d'activité dont j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui. On s'est concentré sur le secteur du commerce de détail, mais bien entendu, l'IA a eu un impact énorme sur le domaine de la santé. L'IA a eu un impact énorme aussi sur plein d'autres dans le domaine. Donc la logistique et les transportations. Le transport a eu énormément aussi d'impact dans les 10 dernières années grâce à l'intelligence artificielle. Bien entendu, il y a énormément de défis à relever. Donc on a parlé assez brièvement des défis d'équité et de discrimination raciale et sexiste.
Il y a aussi des défis d'éthique et des défis de mésinformation, des défis, comme on disait tout à l'heure, de deepfakes, des défis aussi d'hallucination de ChatGPT. Tous ces deux défis-là, c'est très important aussi de copyright. Donc tout ça, c'est vraiment très, très important d'être sûr d'encadrer les lois et d'être sûr que les outils qu'on va développer et mettre dans la main des consommateurs et des utilisateurs n'auront pas de problème qui peut être catastrophique avec des répercussions sur la société. Maintenant, ce que j'aime bien quand je finis une présentation comme ça, c'est vraiment vous donner une citation que je trouve qui est intéressante, et c'est la suivante. L'intelligence artificielle ne remplacera pas les gestionnaires, ça ne remplacera pas les docteurs, ça ne remplacera pas les avocats. Mais par contre, les gestionnaires ou les docteurs ou les avocats qui utilisent l'intelligence artificielle remplaceront les gestionnaires qui ne l'utilisent pas. Donc, je vous encourage à tous, et je sais que la plupart des gens qui sont dans mon entourage ont commencé à avoir une réflexion. Le groupe Léger permet aujourd'hui de démocratiser un petit peu plus de connaissances à ce niveau-là, de commencer à réfléchir comment vous pouvez intégrer l'IA à votre échelle, à votre niveau, pour essayer potentiellement de ne pas être laissé à l'arrière par vos compétiteurs, parce qu'eux ont déjà commencé à utiliser l'intelligence artificielle dans plusieurs fonctions de l'entreprise. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été intéressant et je pense qu'on a le temps pour avoir des questions. Peut-être je redonne la parole à mon collègue Axel. Tout à fait. Merci, Maxime, beaucoup. On a plusieurs questions. Je vais le lire, je vais te le lire, Maxime, puis on va essayer de le répondre ensemble. Donc, le premier, c'est si un professionnel en marketing désire s'initier ou réorienter sa carrière vers la science des données, quelle formation lui recommandez-vous de suivre? Formation continue, baccalauréat, certificat ou maîtrise, etc. C'est une très bonne question. Donc, il y a plusieurs options et ça va dépendre du niveau de technicalité et de science que la personne voudrait acquérir. Si vous voulez juste continuer dans votre cursus en marketing, mais juste pouvoir accéder et comprendre un petit peu plus le monde de l'intelligence artificielle, en général, des formations court terme sont suffisantes avec énormément de formations qui sont disponibles. Je connais une formation au Québec, vous pouvez m'envoyer un courriel, je vous donne une formation qui est extrêmement, extrêmement rapide, condensée, très utile, mais ça ne va pas vous permettre de faire une carrière totale en sciences des données. Maintenant, si vous voulez vraiment totalement réorienter la carrière vers la science de données, là, il faudra faire vraiment une maîtrise. Donc, à l'Université McGill, je sais qu'il y a une autre maîtrise aussi au HEC à Montréal, on offre des maîtrises de 1 an qui sont justement exactement axées sur les gens qui veulent transitionner et changer leur carrière. Et là, ce sera vraiment un cursus vachement plus mathématique, vachement plus technique, avec un apprentissage pour coder. Il y a aussi énormément plein de tutoriels gratuits, plein de cours gratuits. Il y a énormément aujourd'hui de cours gratuits pour apprendre. Donc MIT a lancé un edX qui est complètement gratuit. Stanford a aussi lancé une formation. Donc il y a énormément. Mais si vous voulez vraiment avoir une formation totale, là, je considérais une maîtrise de 1 an, notamment celle qu'on fait à l'Université McGill qui s'appelle le Master of Management in Analytics. Merci, Maxime. Et j'aurais juste ajouté dans ma carrière, quand j'ai vu des bonnes data scientists et des scientifiques de données, c'était pas nécessairement quelqu'un qui a passé des années dans une université à apprendre le data science. Des fois, c'était les gens très autodidactes qui ont suivi des cours en ligne, qui ont commencé à faire des projets eux-mêmes avec des données qui existent en ligne, qui vous sont qui sont là pour vous. Donc, je vous conseillerais de faire ces types de projets, d'aller sur un site comme Kaggle où on peut faire des concours pour voir les meilleurs scientifiques de données dans le monde et faire des cas et se comparer à eux. Donc, il y a extrêmement beaucoup de ressources en ligne que vous pouvez regarder, vous pouvez commencer à expérimenter avec. Et si vous voulez continuer vraiment une carrière, que Maxime dit, dans le data science, vous pouvez continuer à faire une maîtrise dans les universités. Merci, Axel. Absolument. OK, on a Nicolas Tasky qui nous demande comment le système politique peut-il concrètement réagir à vue de l'adoption extrêmement rapide d'outils tels que ChatGPT, sachant qu'une loi met des mois à être votée. Et aussi, je doute de la connaissance technique de nos représentants politiques dans le domaine de l'IA. Alors, Nicolas, j'adore cette question, donc merci beaucoup de l'avoir posée. C'est une question extrêmement importante et pertinente. Donc, malheureusement, on a effectivement un défi. Les progrès sont faits très, très rapidement.
Mais comme tu le disais dans ta question, les lois mettent des mois, voire des années à passer. Donc, c'est deux vitesses qui sont confrontées l'une envers l'autre. Donc, c'est très compliqué. Donc, il y a eu un groupe de chercheurs qui ont encouragé un arrêt et une pause de 6 mois, justement pour laisser le temps au système juridique et légal de rattraper le temps. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon, parce que même si on fait une pause, il n'y a pas tout le monde qui fera la pause et il y a tout le temps des gens qui continueront l'innovation. Maintenant, ce que je pense qu'il faut faire, c'est vraiment encourager les gouvernements à passer la vitesse supérieure. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, une grande partie du gouvernement n'a pas la connaissance technique, mais ils font souvent appel à des experts, à des chercheurs, à des gens qui peuvent justement encadrer les gouvernements pour les aider à compléter ces connaissances techniques. Donc ça, je ne suis pas très inquiet parce que les gouvernements comprennent qu'ils ont une absence de connaissances techniques et comprennent qu'ils doivent absolument faire appel à des experts. Donc ça, je ne suis pas inquiet. Je suis inquiet par rapport au temps que ça va prendre, effectivement. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment pousser et qu'on essaie vraiment de faire comprendre au gouvernement qu'on n'a pas le temps et qu'il faut vraiment encadrer et réguler ces nouvelles technologies et notamment les utilisations de ces nouvelles technologies le plus rapidement possible pour essayer d'éviter justement les dégâts catastrophiques. Je n'ai pas de meilleure réponse malheureusement, Nicolas, mais c'est une excellente question et j'espère vraiment que quelqu'un dans le gouvernement nous entend aujourd'hui et pouvoir faire accélérer les choses. Merci, Maxime. L'autre question, dans le projet Couche-Tard, les clients sont-ils conscients d'être enregistrés? Oui, bien entendu, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, comme on travaille dans l'université, on a un système d'éthique qu'on a dû passer avec plusieurs axes. Donc, oui, tout à fait. Donc, ceux qui téléchargent l'application, il y a un consent qui est extrêmement explicite. Ce n'est pas un consent qui est caché dans plein de lignes qu'on ne voit pas. Pour les gens qui ne téléchargent pas l'application, il y a un grand écriteau, une grande écriture à l'entrée du magasin où vraiment on dit aux gens que tout est enregistré. Par contre, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est complètement déidentifié, totalement anonymisé, on ne collecte rien sur les consommateurs et c'est agrégé. On n'a pas une trajectoire d'une personne, on va agréger 10 personnes et prendre la moyenne des 10 et on n'a aucun moyen de savoir quelle est la personne, d'où elle vient, ses caractéristiques personnelles. Mais en plus de ça, on a mis une grande écriture à l'intérieur du magasin et aussi on essaie de dire à tout le monde ce qu'on fait, on ne cache rien, on veut vraiment faire ça de façon très transparente. Merci, Maxime. On a une autre question. J'essaie de trier les questions parce qu'il y a certaines questions qu'on a déjà répondues par la banque. Donc, selon vous, quelles seraient, excusez-moi, je pense que je l'ai perdu. Selon vous, quelles seraient les premières étapes pour qu'une équipe de marketing numérique implémente l'IA dans ses pratiques d'analyse? C'est une très bonne question également. C'est un sujet dans lequel j'ai pas mal travaillé les derniers mois avec une grande agence de marketing au Canada. Et d'abord, donc, la première des choses, c'est essayer de voir s'il y a une opportunité pour faire de l'automatisation. C'est vraiment le premier truc. S'il y a beaucoup de travail qui est fait de façon manuelle, qui est très lent, qui est vraiment prend énormément de ressources, énormément de temps, on peut potentiellement mettre en place des outils d'automatisation pour gagner en productivité. Donc ça, c'est vraiment la première des choses qu'il peut faire. La deuxième des choses, c'est essayer de voir si ces décisions, maintenant qui sont automatisées, peuvent être améliorées en utilisant des données. Donc, il faut se poser la question, quelles données avons-nous accès? Est-ce qu'on a accès à des données de Google Analytics? Est-ce qu'on a accès à des données propriétaires de la compagnie en elle-même? Et essayer de synthétiser toutes ces données et d'essayer de les intégrer au processus pour que l'intelligence artificielle prenne en compte ces données-là pour prendre la prise de décision. Donc, première étape, vraiment automatisation des mêmes procédés que vous avez. Deuxième étape, prendre un peu de recul, regarder les données qu'on a accès dans notre entreprise et essayer de réfléchir à comment ces données peuvent être utilisées pour améliorer la prise de décision. Donc, on a plein de problèmes intéressants en marketing. On a les problèmes des budgets, comment dépenser des budgets dans les chaînes de marketing différentes. Donc, on peut réfléchir à créer des algorithmes d'optimisation avec des tests A/B en essayant plusieurs budgets dans plusieurs chaînes, dans plusieurs mots-clés qu'on va par exemple donner. Pour le SEO, par exemple, le Search Engine Optimization, donc les contenus de notre site. Maintenant, avec l'IA générative, on peut utiliser ça pour générer du contenu pertinent. Donc, il y a vraiment énormément de projets. Et si vous voulez en parler plus en détail, vous pouvez me contacter par courriel. J'ai énormément de choses à dire sur ce sujet. Merci, Maxime. J'aurais juste à ajouter peut-être quelques mots là-dessus. Je pense qu'une fois que vous commencez votre parcours avec les données et vous faites des données ou une analyse descriptive, comme décrivait Maxime tout à l'heure, c'est que quand on fait quelque chose comme ça fait en sorte qu'on a des nouvelles questions à répondre. Et ça donne envie
à continuer dans ce parcours analytique. Donc, moi, je dirais de commencer petit, de faire des analyses, de regarder un petit peu avec les données que l'on a, quelles sont les analyses que l'on peut faire, quelles sont les questions auxquelles on peut répondre et quelles sont les nouvelles questions qui vont émerger par rapport à cette analyse. Et faire une continuation par la suite parce que ça va donner l'envie aux gestionnaires, ça va donner envie à l'entreprise de continuer parce qu'on voit la valeur. Donc, au fur et à mesure, on donne des petits coups comme ça, puis après quelques mois, après quelques années, on regarde en arrière puis pour voir qu'on a fait quand même un grand parcours. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est un excellent commentaire, Axel. Il faut toujours commencer petit. Il faut vraiment y aller étape par étape et essayer de trouver une petite étude qui va vraiment rapporter un quick win, donc une victoire rapide pour essayer justement après de convaincre de passer à la vitesse supérieure. Toujours commencer petit. J'adore ce commentaire. Merci, Axel. Ah, merci, Maxime. OK, deux dernières questions. Le premier de Patrick. Que pensez-vous de l'utilisation de l'IA dans les études? Les enseignants savent-ils que ChatGPT peut aider les étudiants à accomplir presque n'importe quelle tâche? Alors, Patrick, c'est une super question. Moi-même, en tant qu'éducateur et enseignant à l'Université McGill, je me pose cette question tous les jours. Moi, je suis de l'école que il faut adopter la technologie. C'est comme quand il y a des histoires qu'on m'a racontées quand la calculatrice est sortie il y a plusieurs décennies. Il y a certains enseignants qui l'ont interdite, la calculatrice. Et après, les gens ont compris que c'était inévitable. La calculatrice était là pour nous aider, nous faire gagner du temps, et c'est comme ça. Donc moi, je suis un peu la même vision par rapport à l'IA générative et les autres technologies. Il faut les embrasser, il faut les utiliser, il faut les incorporer. Donc maintenant, on essaie de changer un petit peu le style de devoir à la maison ou d'exercice qu'on donne à nos étudiants, parce qu'on sait qu'ils peuvent utiliser ça. Donc, on ne peut pas poser des questions factuelles, juste de mémoriser des faits, parce que ça ne sert à rien. Mais on va essayer justement de leur apprendre de nouvelles techniques pour essayer d'utiliser ces outils-là dans leur programme de réflexion et pour améliorer, bien entendu, leurs connaissances. Donc, c'est quelque chose, c'est une très bonne question. Je pense que le système éducatif doit être révisé, doit aussi essayer de comprendre quelle est la meilleure façon d'utiliser ces technologies pour améliorer l'enseignement, le démocratiser et le faire de façon le plus efficace et le plus intéressant pour nos étudiants. Super, merci Maxime. Je vais lire la dernière question. Donc, bonjour Monsieur Cohen, en parlant de sécurité, d'encadrement et sachant que vous avez travaillé à Google, que pensez-vous des propos de M. Blake Lemoine concernant Lambda, qui aurait exprimé des émotions et aurait conscience de sa situation, et concernant Aladdin de BlackRock, qui prend des décisions financières de plusieurs milliards de dollars? Est-ce que tu as des avis là-dessus, Maxime? Sinon, on n'a pas Donc, besoin de... donc c'est un peu le genre de questions que j'essaie un petit peu d'éviter, surtout dans un webinaire qui est enregistré et après on pourra Ouais, me citer, etc. C'est des ouais, questions vraiment très épineuses ouais. avec beaucoup d'implications. J'ai beaucoup à dire, bien entendu, sur un tel important sujet, mais je préfère réserver le droit de silence sur une conversation enregistrée, bien entendu, pour des raisons évidentes. Donc, je m'excuse d'avance, mais voilà, c'est des sujets, bien C'est entendu, très... super, c'est pour ça que je te demandais si on veut répondre à cette question ou non. J'avais un petit peu Merci le même beaucoup, Axel. Oui, je sentiment que préfère toi. éviter. Donc, c'est super. Je pense que ça met fin à notre webinar. J'espère que ça vous a plu. Maxime, merci beaucoup pour ton temps. Avec grand Si plaisir. vous avez des questions, vous voulez prendre contact avec nous, sentez-vous à l'aise de le faire. Nous serons très heureux de le faire. Encore une fois, merci beaucoup, Maxime. Bonne journée à vous. Merci. Merci, Axel. Bonne journée à OK. tous. Au revoir. Bye. Au revoir.